Intelligence artificielle et humanité. On commence par parler des implants. Vous savez, cette histoire d'implants là, ça vous dit quelque chose? Des pièces de monnaie comme ça, avec un ordinateur dedans, des tas d'algorithmes, qu'on vous implante soit au cerveau, soit je sais pas où, machin, c'est un truc qui fait super peur, tout ça. Alors bien sûr, on n'a aucune idée des conséquences que ça peut avoir, tout ça. Les gens, ils en ont peur. Même justement ce fameux Laurent Alexandre que je vous mentionnais tout à l'heure, dernièrement dans une conférence à Bruxelles, il disait « Oui, moi, si on me disait que mon fils allait se faire mettre une puce dans le cerveau, je ne serais pas enchanté. » Bon, même lui qui est pourtant le pape, enfin voilà. Bon. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est une observation, ou deux, ou trois, je ne sais plus. C'est qu'en fait, on peut déjà constater la conséquence de l'extension de l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous cherchez la route pour Marcla, qu'est-ce que vous faites? Google, ou bien je ne sais pas, Google Maps, je ne sais pas ce que vous avez, peu importe. On fait appel à Google pour tout. Et là, Google, il est encore exogène. Sauf que là, il reste 30 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, c'est ce qu'il dit Elon Musk dans un super podcast qu'il a fait avec un philosophe américain. Et le gars lui dit, quand on sera tous sur l'intelligence, il dit non, c'est déjà, vous avez tous votre iPhone en poche, c'est bon. Puis on constate ceci, c'est que la multitude de choix, les options pour se documenter ou pour se divertir, le clic, vous savez, le lien, c'est déjà trop pour ce qu'on a à faire. D'une certaine façon, l'homme, je dis entre guillemets, mais après prenez ça comme vous pouvez, c'est un pantin, c'est un tout. C'est-à-dire, si tu tires quelque part, ça tire forcément sur autre chose, qui tire forcément sur autre chose. Par exemple, si j'ai l'épaule gelée, ça me fait mal ici, puis finalement, peut-être ça me bloque le dos, puis j'ai des problèmes intestinaux, parce que tout est lié, quoi, en gros. Donc, l'homme doit à chaque fois digérer une extension de son espace existentiel. Donc, si tu rajoutes de la mémoire ou de l'intelligence à l'intérieur de l'homme, ça ferait forcément un homme déséquilibré qui peinerait à se retrouver si grand dans un corps si petit. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un conte c'était un gars qui avait de l'or dans le cerveau, vous savez. Puis il avait la tête penchée parce qu'il avait un surpoids. C'est un peu ça l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une grosse question. Et c'est quelque chose qu'il nous est déjà donné de constater à travers les projets de la technique. Une sorte de déséquilibre psychique qui existe de plus en plus. C'est pas absolu, parce que moi je ne veux pas diaboliser la technique, et de toute façon on va vers la technique. Donc entrons-y, réfléchissons-y, je redis ça. C'est que l'extension des possibles donnée à l'homme via le numérique, ça peut faire de lui d'une certaine façon un bipolaire. Parce que si tu t'injectes du plaisir, parce qu'aujourd'hui le plaisir ça coûte plus très cher, il faut juste avoir un accès internet, c'est tout. Je parle de tout plaisir, même les plaisirs, voilà. Tu as des montées de plus en plus hautes dans le plaisir, puis après quand tu éteins l'ordinateur, tu es d'accord, ça redescend. Déception de plus en plus grande. Voilà, la frustration arrive inévitablement. La seule raison est que le réel existe. Que quand il y a un mur, c'est un vrai mur, c'est tout. Et de fait, ça c'est une question qui est difficile. Autre question, c'est aussi la question de la dissociation psychologique, c'est-à-dire que quand tu vis vraiment dans un monde virtuel, puis tu es toujours sur le truc, tu es toujours à liker, tu es toujours à machin, tu es toujours à checker, tu es toujours à... Mais en fait, ton principe virtuel phagocyte le lien essentiel de l'homme avec le réel rude, le réel un peu rugueux, quoi. Et là, des fois, ça fait un peu comme ça, quoi. Je sais plus, c'était l'histoire... c'est à moitié rigolo comme histoire. Je sais plus qui a raconté, qu'ils ont eu peur parce que leur gamin de 1 an et demi, vous savez, ils ont un aquarium au milieu de leur salon. Le gamin de 1 an et demi, il faisait comme ça, sur l'aquarium. Il essayait d'agrandir, vous voyez. Il faisait comme ça, quoi. Je ne sais pas quoi en penser, mais c'est pour dire, voilà, quoi. Bon. Donc, si on greffait une capacité exceptionnelle d'intelligence ou de mémoire dans l'homme, sans l'extension d'une capacité volontaire, ça met l'homme devant des choix de plus en plus grands, puis qu'il est de plus en plus inapte à faire. Donc il y a des possibilités d'explosion intérieure, de décompensation. Mais en fait, ce que je dis, c'est déjà un peu constatable. C'est-à-dire que, voilà. Après, ça reste évidemment la question de savoir comment de l'artificiel pourrait se marier avec de l'organique. Parce que l'intelligence humaine, elle naît de notre corps. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure là avec Agathe,
c'est que pour faire l'abstraction dont on parlait tout à l'heure, Sarah vous expliquerait ça beaucoup mieux, mais en gros, tu passes par les sens externes, les 5 sens, ça arrive dans les sens internes qui travaillent pour faire une abstraction. Attends, c'est quoi que tu m'as dit? L'idée? Une définition de la chose en moi. Puis justement, eh bien, l'intrusion, on va dire numérique, non corporelle, est-ce qu'elle va pouvoir se marier avec la forme de notre intelligence qui est forcément corporelle? Ça, moi j'en sais rien, ça je laisse aux scientifiques. Elon Musk qui a fait Neuralink, donc Neuralink, apparemment ça, il fait déjà les poissons. Bon, alors maintenant, on a tous entendu Beethoven là. L'intelligence artificielle peut-elle être créative? Vous avez entendu, c'était pas mal quand même, non? Bon, allez, en gros, je demande pas aux musiciens, voilà, parce que sinon, en gros, c'était quand même pas mal. C'est incroyable comme truc, non? Alors, d'une certaine façon, oui, l'intelligence artificielle peut être réellement créative. Dernièrement, il y a justement une intelligence artificielle qui a gagné un grand concours de peinture. Puis ils n'avaient pas dit que c'était une intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc. Un énorme tableau avec une sorte d'ouverture, c'est très étonnant. Puis franchement, c'est comme intéressant comme truc, quoi. Donc oui, bien sûr, évidemment, la créativité de l'intelligence artificielle, par contre, ce n'est pas un pur alpha. Elle se base sur des milliards de données préexistantes, elle les combine, elle crée, je mets en guillemets, vous avez vu, je mets les guillemets, elle crée quelque chose de nouveau. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes au fond? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la question philosophique est difficile et elle reste ouverte. Disons, et là je dis ça pour débroussailler parce que, en fait, c'est une question difficile. Une chose que l'intelligence artificielle peut faire, c'est être d'une certaine façon toute l'humanité. Vous savez, le mégapool, l'intersubjectivité, comme je disais. Mais par contre, une chose qu'elle ne peut jamais faire, c'est être profondément une personne, un sujet, avec son infinité personnelle, son unicité. D'une certaine façon, elle peut rassembler toute l'humanité, mais sans être une personne. Par exemple, je ne sais pas moi, si Fabrice Adjadj écrit un article, tu es sûr que c'est lui, quoi. Quand tu vois l'article, il écrit des super trucs avec son ton, avec des auditeurs, oh là là, ouais. Et puis quand Beethoven fait une symphonie, c'est lui. Puis moi, je le dirais comme ça, mais ça vaut ce que ça vaut. Là, je m'avance un peu. Je dirais que l'intelligence artificielle peut faire du Beethoven, mais ne peut pas être Beethoven. C'est une petite nuance, mais c'est léger. Bon. Elle ne peut pas être moi, être une personne concrète. Justement, c'est probablement ce que ce fameux musicologue avait éprouvé quand il a écouté la 10e symphonie. Ce n'est pas Beethoven, parce qu'il n'y a pas quelqu'un au bout. Parce que l'homme qui est unique comporte forcément quelque chose d'inédit. Bien sûr, pour que cet inédit affleure à la surface sensorielle, c'est un chemin. Vous voyez, comme il disait Renaud tout à l'heure quand il a commenté, tu as dit, ouais, ça pourrait être à peu près au moment de la 5e symphonie. Ça veut dire que même Beethoven a progressé. Vous imaginez que même Beethoven a progressé. Même la Vierge Marie a progressé. Donc pour que la perfection de ce qui est mon unicité affleure, it takes a time. Donc ça prend du temps, quoi. Voilà. Maintenant, il y a la question du visage. Je vous rappelle, si jamais le plan, on est dans intelligence artificielle et humanité. Il y a la question du visage, la question de la présence. Et ça, c'est vraiment une méga question. Parce que l'intelligence artificielle, malgré ses progrès faramineux, elle ne sera jamais personne. Ça, c'est sûr. Franchement, elle ne sera jamais personne. Et en définitive, pour faire vraiment un raccourci, mais grossier, de quoi est-ce qu'on a besoin en tant qu'homme, en tant que femme, fondamentalement? Je dirais simplement, le Seigneur nous met sur la piste, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un truc à prendre par cœur, Genèse 2,18, si je me souviens bien. On a besoin d'un visage en face à face. Donc on va observer. Par exemple, on pourrait commencer comme ça. Dans notre vie, au monde, comme ça, on a beaucoup de défis personnels. Il y a beaucoup de questions. Et tout ça, bien sûr, ça suscite en nous des anxiétés, même des peurs. C'est bien normal. Qui n'a jamais eu peur? Même la Vierge Marie, nous étions angoissés. Tu es parti, Jésus, à 12 ans, machin. Tout le monde, voilà. Saint Thomas d'Aquin dit ceci, c'est que toute peur est liée à la peur de la mort. C'est au sens où toute peur est liée à un certain saut existentiel qu'on sent devoir faire, qu'on doit faire, on le sent.
C'est une sorte de ruisseau ou de fleuve qu'on sent qu'on doit franchir. Et pour passer, par exemple, je ne sais pas moi, les ravins de la mort, par exemple, comme dit la Bible, le Seigneur nous donne quelqu'un, le bon berger. Puis voilà ce que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire. Tenir la main. Mais ouais, non mais, tu vois, tu pourrais toujours avoir l'hologramme parfait avec la sensation parfaite. Ça ne manquera pas. Hein, dans les plus jeunes d'entre nous, certainement, on verra vraiment des robots qui seront quand même assez bons, voilà, avec la sensation parfaite de la main rassurante. Mais au fond, tu sauras toujours qu'il n'y a personne. Dans les applications dites empathiques ou dites humaines, l'intelligence artificielle, c'est un peu, je ne sais pas comment dire, c'est un peu une hypocrisie. Non, ce n'est pas une hypocrisie, bien sûr, mais on peut comparer ça. Par exemple, si tu prends une personne, je donne un exemple, quelqu'un qui a été rassuré dans sa vie, mais c'était d'une façon trompeuse. Par un hypocrite, par un menteur, par quelqu'un... maintenant, cette personne qui a été trompée, elle craint toute personne qui lui tient la main. Elle se méfie. Elle a peur que cette main ne soit le signe d'aucun réconfort réel, fondamental. Vous voyez, par analogie, l'hologramme vraiment parfait qui tiendra votre main en 2060. Ça fera cet effet peut-être. Parce que les machines, elles simulent un comportement conscient sans être conscientes elles-mêmes. Ce n'est pas parce que les robots peuvent simuler ce que nous considérons comme un comportement conscient qu'elles sont en réalité conscientes. Vous voyez, ça c'est le fait d'une équivoque énorme. Les jeunes qui downloadent Replica, ils font presque plus la limite entre la réalité et puis en fait l'illusion, le leurre que ça représente. Allons encore plus loin. Là, on va pousser un peu l'absurde. Maintenant, pensez que peut-être même votre fin de vie, vous allez la passer en compagnie, mais je mets en compagnie entre guillemets, une fois encore, en compagnie de robots empathiques. Voilà, ça va changer. Hein. Même des animaux de compagnie, ça va changer. Ce sera une sensation parfaite de présence qui sera au fond un leurre parfait. Ça vous laissera toujours un peu la sensation d'être trompé, quoi. Parce que seul un cœur peut combler un cœur. Ça aussi, si vous voulez juste garder une phrase, puisque là on a un flot d'informations, je ne peux pas s'arrêter de parler celui-là. Bon. Seul un cœur peut combler un cœur. Petite parenthèse, quand on vénère ou on adore le Sacré-Cœur de Jésus, c'est pour ça qu'on le vénère en fait, parce que c'est un cœur qui parle au cœur. C'était la parole de Saint François de Sales, le cœur parle au cœur, et puis qui a été reprise par Saint John Henry Newman, sa devise épiscopale. C'est magnifique. Bon, revenons maintenant à la compagnie de nos robots. Notre fin de vie, en fait, c'est un sentiment immense de vide. C'est un univers sans âme. C'est la solitude la plus écrasante. Au fond, c'est une image de l'enfer, si on pousse à l'extrême. C'est ça, au fond. Parce que l'enfer est une solitude. Voilà. Dans la même ligne, je vous propose une autre réflexion. Le baiser ou l'étreinte conjugale. Parce que quand tu embrasses quelqu'un, je ne parle pas forcément par expérience, je dis ça comme ça, pour dire, quand tu embrasses quelqu'un, l'idée profonde, c'est de faire couler ta propre âme dans celle de la personne que tu embrasses, quoi, en gros. À plus forte raison, lors de l'étreinte conjugale, par exemple. Puis, la raison finale de la réussite de ce processus, donc le baiser, c'est simple. C'est quelqu'un qui m'exprime son intention amoureuse à travers un geste physique. Mais enlever le quelqu'un, enlever l'intention amoureuse, le geste physique, si parfait soit-il, reste une inanité, une blessure du néant en quelque sorte. Puis une fois encore, on en arrive au fait que l'intelligence artificielle traite les phénomènes, ce qui est observable, performable extérieurement, mais sans jamais toucher le fond de la réalité. Appelons ce fond de la réalité le cœur à cœur. C'est-à-dire le fait que tu communies à Dieu, que tu communies aux autres. C'est ça notre source, c'est ça notre foyer. Voilà. Dans ce cas, ce que pourrait garantir l'intelligence artificielle dans ce genre de choses, c'est à peu près la même chose que font ce qu'est la prostitution. C'est l'illusion d'une tendresse. On est là. Moi je dis ça, c'est pas pour juger quoi que ce soit, mais c'est juste pour mettre des balises. C'est juste pour dire, la tendresse, c'est purement humain. Aucune machine, enfin voilà quoi. Bon. Autre question, le lien de l'homme à sa propre faiblesse. Parce qu'on voit plein d'applications dans l'intelligence artificielle, puis on veut mettre des robots dans tous les recoins de nos vies, dans tous les coins de rue, tout ça. Mais en fait, jamais un robot pourrait te donner confiance en toi-même. Parce que les machines, bien sûr, elles sont au service de l'humanité, mais les grands technoprophètes, puis les grandes entreprises, quand elles parlent de l'humanité, c'est comme toujours les gagnants, c'est-à-dire tous ceux qui
qui sont déjà bien dans leur papier, dans leur vie, puis qui du coup sont à la page et qui ont l'argent pour acheter tous les objets connectés qu'on veut bien nous vendre, qui seront bientôt à l'intérieur de nous. Mais celui qui est paumé, celui qui est à la ramasse, celui qui peine à assumer son humanité, celui-là, il n'est pas très intéressant, bien sûr, pour la sphère marchande, puis parce que la machine, au fond, ne peut rien pour lui. Je dis bien au fond, parce qu'il y a plein d'applications intéressantes, mais au fond, il n'y a que quelqu'un, un regard qui peut l'aider. Parce que qu'est-ce qui élève? Un regard, nous, dans nos vies, par exemple. Vous, qu'est-ce qui vous a donné confiance en vous? Des réussites, ou bien de fait que, par exemple, quelqu'un qui vous a dit bravo, là, vraiment, t'as des trucs un peu du style, simplement que quelqu'un t'a regardé, c'est tout. Puis au fait, une machine, c'est inefficace. Parce que, aussi, pour le temps long, pour la patience, pour la persévérance, c'est que si quelqu'un a passé à travers ça, qui peut te dire sois patient. Parce que si une machine te dit sois patient, tu peux toujours lui dire tu sais pas ce que c'est toi. Par contre, si ta maman, elle te dit au bon moment, parce que c'est pas facile, elle te dit écoute, tu sais, des trucs ça prend du temps, elle le sait quoi. Parce que c'est ça qui est admirablement humain. Donc qu'est-ce qui peut aider le fond de l'humain, sa fragilité? De l'humain, voilà. On ne peut pas recevoir un enseignement sur l'humanité sans être enseigné par quelqu'un qui soit humain, qui lui-même a traversé des choses. On a besoin de l'intelligence eucharistique pascale. Et voilà, donc le rôle des machines sera toujours adjuvant, mais jamais fondamental. Pareil pour la question du deuil. Vous savez que je mentionnais tout à l'heure, les gens qui font leur deuil avec la chatbot Replica. Elle dit, ces dames, que ça lui permet de vivre le deuil, tout ça. Comment vivre le deuil? C'est vraiment une grosse question. Là, de nouveau, je dis ça avec un peu du respect quand même, parce que c'est quand même une grosse question. Comment vivre un deuil? Dans un sens vraiment surnaturel, la mort, en guillemets, Dieu, voilà, il ne vous pas la mort, mais si à la mort, il la permet aussi, parce que ça, toi-même, ça te tire un peu vers l'au-delà, ça te fait passer. Tu vois, un proche qui décède, d'une certaine façon, je trépasse, au sens étymologique, je trépasse avec lui. C'est-à-dire, je vis un passage, je me transcende. Puis, vous voyez, lors d'un deuil, on va toujours se poser la question vraiment brûlante et difficile, puis qui peut prendre aussi du temps, c'est pas absolu. Mais est-ce que je reste dans le mythe de la présence ici-bas de l'être que j'ai aimé, ou est-ce que justement, je me transcende pour voir sa présence réelle dans l'au-delà? Puis, alors ici, le cas échéant, alors là, l'intelligence artificielle répond évidemment avec la première solution qui est purement matérialiste. Mais est-ce un progrès? Une impression de la présence est-elle vraiment une présence? C'est une question, et ça, c'est quand même des grosses questions sociétales aujourd'hui. Pour peu qu'on descende dans ce qu'est l'intelligence artificielle, tu te trouves finalement à tomber sur un 0 ou un 1, absolument anonyme et sec. Même si à la surface, tu rencontres plein de choses empathiques et intelligentes, compréhensives. Mais au fond, c'est une chose, c'est pas quelqu'un. Voilà. Maintenant, j'aimerais aborder la question de l'humanité par un autre biais. Parce que jusque-là, on a regardé les choses objectives, c'est-à-dire l'homme en tant que sujet vers la réalité objective. Maintenant, on va se retourner sur le sujet. Que fait l'intelligence artificielle subjectivement en nous? Quels sont ses résultats sur nous? Alors, bien sûr, il y a de beaux résultats. Mais bien sûr, je vais noter les points où ça bug un peu. Donc, il n'y a pas que des bugs. Mais je dis quelques bugs quand même, juste pour éveiller. Donc, c'est vrai que le virtuel, il offre à chaque homme des possibilités sans précédent, en largeur. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie sur, par exemple, Google Earth au Kazakhstan. Tu peux tout visiter. Bientôt, ce sera aussi dans le métaverse. Donc, ce sera en 3D, tout ça. Tu pourras sentir, avoir les odeurs de la chèvre qui est en Mongolie, tout ça. Bon, voilà, super. Mais ça laisse toujours un certain goût amer à la dimension de la profondeur. Largeur, profondeur. Parce que le réel, justement, lui, le réel, comparé au virtuel, il a toujours une sorte d'exigence de départ, un certain seuil. Lorsque tu entres dedans, dans son exigence, tu entres dans ta propre profondeur, tu es satisfait de toi-même. Avec le goût de l'effort, tu finis par accomplir toi-même un travail bien fait, puis tu as ce bonheur de l'avoir fait, tu as cette confiance en toi de l'avoir fait. Et du coup, des personnes qui vivent toujours avec un horizon virtuel, avec une facilité virtuelle, que rien ne concurrence, elles finissent des fois par déprimer. Je sais pas, mais je dis bêtement, comparer la différence de sensation, juste de sensation, entre la fin de 2 heures de jardinage et la fin de 2 heures de série Netflix. Et maintenant, si vous faites la même chose, mais vous multipliez le deuxième par 1000,
en niveau sensation, parce que Netflix, c'est rien, c'est qu'un petit influx d'émotions permanent, mais on arrive encore à se distancer de l'écran. Mais bientôt, ce sera en nous, l'influx de dopamine, tout ça, machin. Ben, vous voyez le défi qui s'ouvre devant nous avec la génération qui vient. Voilà. Une autre raison aussi de faire attention et d'être attentif à cette question de l'intelligence artificielle, c'est le fait de notre progression psychologique. Quand on était enfant, on ne voyait pas la vie de la même façon qu'aujourd'hui, évidemment. Parce que notre progression psychologique, pour faire très très bref, mais alors là vraiment je saute des cloisons à n'en plus finir, c'est terrible, c'est que tu passes au fond de l'imaginaire au réel, grosso modo. Tu passes de ce qu'on appelle la structure psychotique à la structure névrotique. C'est-à-dire qu'avant, tu vois tout par rapport à toi, et puis en fait, tu n'as aucune notion que le monde réel te limite, puis peu à peu, ce monde virtuel s'estompe pour un peu entrer dans une vision plus réelle où tu t'intègres dans le virtuel. On en a déjà parlé. Mais si tu troubles les frontières entre le réel et le virtuel, tu risques aussi de troubler des croissances psychologiques, donc la santé publique. C'est des questions. Question connexe, celle de l'émotion. Ça, c'est une grosse question de notre siècle. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, bien sûr, tu peux simuler un monde émotif. Puis même maintenant avec les puces, bientôt, tu pourras faire directement l'influx de dopamine. Bon, ça c'est une grosse question. Parce que le monde émotif ne sera plus forcément indexé sur le monde réel. Parce que nous, notre vie, par exemple, on voit quelqu'un qu'on aime, les amis, ça nous fait une joie. Voilà, le monde émotif qui se réveille. Puis c'est le réel qui fait une réaction à l'intérieur. Puis c'est bien, ça c'est assez sain. Puis après, toute émotion, on a à se positionner par rapport à elle. Par exemple, une fois encore, le chat a renversé tel truc dans la salle et puis je suis fâché. Je dois un petit peu me dire, moi, mais Johannes, c'est la vie, machin. Enfin, tout ça pour dire que nos émotions, elles sont saines tant qu'elles sont indexées au réel. Mais pensons par exemple déjà aujourd'hui aux jeunes qui vivent une perfusion permanente de Spotify et de Netflix. Vous savez, le monde du comment ça s'appelle déjà AirPod, non, purée, c'est quoi AirPod, non, les trucs là. Hein? Ouais, les écouteurs quoi, ouais. Les écouteurs. Les émotions, dans nos vies, pour faire bref, les émotions, c'est au service de notre discernement, dans le réel. Ça nous permet de nous positionner par rapport à la réalité, pour devenir nous-mêmes. Mais, si les émotions, en grande quantité et en flux permanent, ne dévoilent plus rien de la réalité, si tout est fake, vous voyez, on va vivre une grande émotionnalisation de la conscience et de la volonté. Quand le réel et le ressenti vivent un tel divorce, en fait, un tel désordre, c'est que l'être humain va souffrir. Parfois même, disons, le ressenti dans nos vies, au fil de tout ce que le réel suggère et tout, il montre l'inverse de ce que le réel suggère, mais quand même à ce stade-là, le ressenti reste une fonction du réel, qui propose à la rigueur d'enjamber une difficulté ou je ne sais pas quoi, de relever un défi. Mais le divorce absolu entre les deux, ça fonde un chaos à l'intérieur. Ça fonde une fragmentation de l'être humain. C'est ça qui est vraiment fou avec toute cette histoire d'idéologie de la connaissance, de la data. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, que Laurent Alexandre, il veut rendre les Français beaucoup plus intelligents. Tu vois, il veut augmenter leur capacité intellectuelle, mémorielle, tout ça. En fait, tu es uniquement dans le monde de la data, de la connaissance quantifiable, extérieure. Ça signifie qu'avec cette connaissance augmentée, tu vas créer... Attends, c'est quelle heure là? Ouais, encore... Oula, mon Dieu. Faut qu'on avance un peu là, c'est terrible. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu? Ah mon Dieu, bon. Vous voyez, le truc, c'est que si ta connaissance est à l'externe de toi, si tu, comment est-ce qu'on dit, purée, on a parlé hier soir, si tu outsources, si tu sous-traites toute connaissance, qui es-tu intérieurement? Puis c'est ça, c'est l'avènement de l'homme extérieur, c'est une personne qui aura la soif intérieure la plus profonde qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, parce que l'homme devient d'une certaine façon étranger aux choses via l'intelligence artificielle. Jusque-là, on engrangeait les infos via l'essence interne, etc., l'abstraction, tout ça, pour créer un monde intérieur à nous et qui nous servait à notre discernement et à notre humanisation. Mais si justement toute connaissance reste extérieure, si tu fais ça, tu vas devenir étranger à toi-même, tu vas devenir comme un dépendant finalement de la connaissance extérieure. Donc c'est un peu un processus parallèle
à celui qui a eu cours lors du péché originel. L'homme et la femme, coupés de Dieu comme source, ils sont coupés d'eux-mêmes, entre eux, et coupés de la création. C'est quelque chose du style. Mais moi, bien sûr, je mentionne tout ça comme une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'érudits, on n'aura plus de gens cultivés et tout. Mais on doit discerner. Si tu délègues toute faculté de connaître à ChatGPT, etc., on pourrait tous finir comme des légumes. Et donc, on doit tous faire œuvre de discernement. Est-ce que ChatGPT, par exemple, fait que faciliter? Ou bien est-ce qu'à travers ce moyen, je m'humanise également? J'apprends à travers ça. Et le discernement n'est pas si simple. Ce n'est pas pour éjecter toute cette possibilité technique. Mais justement, il faut qu'il y ait des gens qui discernent. Bon, courage, nous sommes à l'avant-dernier point. Intelligence artificielle et au-delà. Vous savez que l'homme a été créé, ça c'est du catéchisme, l'homme a été créé comme nature en vue du surnaturel. Ça c'est quelque chose de fou. L'animal, il est créé nature pour la nature, c'est tout. L'homme, il est créé comme nature pour le surnaturel. En gros, il est fait pour l'au-delà. C'est pas que ça t'évade d'ici-bas, mais l'ici-bas te fait te transcender, te fait ressusciter, pour parler en termes chrétiens. Puis quand tu regardes la vie des gens, tout le monde cherche à se transcender. Tout le monde cherche une plénitude au-delà de ce qu'il vit aujourd'hui. Bon, tout le monde agit, tout le monde se bouge un peu pour vivre sa vie, pour atteindre quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas y lire simplement l'appel de l'au-delà, au fond? Bon, parce que je rappelle juste qu'on a vu cette intelligence artificielle comme une méga intersubjectivité, une méga piscine de données, mais justement le problème c'est que la piscine de données est aussi large que l'humain, elle ne la dépasse pas. Et le problème de la piscine, justement, c'est les bords. Alors, si on dit que l'être humain est fait pour le dépassement, pour le surnaturel, c'est malgré toute la dynamique de l'intelligence artificielle, par exemple à répondre une chatbot, ça ne sortira jamais du pool de données, ça ne te fera pas ressusciter. Et je le dis aussi d'une façon un peu plus philosophique pour ceux qui sont férus, c'est que l'intelligence artificielle vue ainsi, elle consiste en une frappante décalcomanie de ce qu'a été la pensée, la démarche philosophique de Emmanuel Kant. Vous connaissez ce philosophe, ça vous dit quelque chose? J'essaie de faire vraiment en hyper bref, mais j'ai vérifié avec Gaëtan, qui est un philosophe terrible, philosophe redoutable. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que la raison humaine, de façon stricte, peut atteindre? La réponse a été la suivante, ce qui relève strictement de la raison humaine. Voilà. Donc, une gigantesque circonvolution qui menait à une impression de vase clos grandiloquent. Puis vous voyez, l'intelligence artificielle, il y a quelque chose du style. C'est comme un peu le genre de gadget qui te fait revenir toujours à ton point de départ. Bon, c'est la différence entre un papa de 40 ans et son enfant de 10 ans, la taille du jouet. Non mais c'est pour rire, c'est pour dire que le gadget, ChatGPT, bon, pas ça, voilà. Mais voilà, pour dire la chose de façon plus théologique. Qu'est-ce qui peut ressusciter? Qu'est-ce qui peut te faire passer à la vie en plénitude? Seul celui qui est ressuscité, celui qui a vécu la Pâque, celui qui a traversé les ravins de la mort. Le mot ressuscité, ça contient le mot suscité. En effet, pour vivre notre chemin, on a besoin d'être suscité à agir, on a besoin d'être amené à prendre une décision fondamentale et forte en faveur du bien, en définitive en faveur de la résurrection. Puis justement, l'intelligence artificielle, c'est une question de données, mais pas du tout une question de volonté. Donc, vous voyez ce que c'est l'intellectualisme socratique? Socrate, je pense que c'est plutôt Platon, mais franchement, là, j'ai un petit truc, mais en gros, ça consiste à dire, si quelqu'un a toutes les données d'un problème, il choisira le bien. Non, pas forcément, parce qu'on est libre. Justement, on l'appelle à la liberté, c'est au-delà de tout calcul, une fois encore, je le redis. L'être humain est absolument libre, y compris de mettre la mouise. Donc, bien sûr, on a besoin des données du problème, mais on a besoin d'une éducation de la volonté à la décision saine, à la décision même sainte. Donc, en plus, d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on est à l'âge de l'intelligence artificielle, mais on est aussi au siècle de la plus grande indécision jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Alors voilà. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas quelqu'un qui t'incite profondément, un sauveur, aucune machine peut te sauver pour te susciter, pour te faire te lever. Voilà. Donc, tout ça pour dire que
les applications mathématiques sont géniales, mais les applications relationnelles, c'est une question. Est-ce qu'elles invitent l'homme à passer l'homme, pour dire la formule de Blaise Pascal? Voilà. Dernier point, vaincre l'intelligence artificielle. C'est un peu provocateur, bien sûr, parce qu'on ne va pas combattre l'intelligence artificielle, quoi. Mais c'est juste déjà pour dire un petit critère moral pour agir, pour l'utilisation. Parce que vous savez que ça jase énormément côté éthique, déjà juste, par exemple, pour les copyrights, parce que ça prend tout accès à des sources qui sont copyright. Donc, en gros, on ne sait pas de qui vient quoi. En fait, ça pose des problèmes juridiques mégalomanes. Bon, déjà juste ça. Mais aussi, simplement, le fait qu'il y a des choses que des machines vont décider, je mets en guillemets, qui sont de l'ordre de l'humain. Tu vois, par exemple, un jour, on va te dire l'intelligence artificielle, c'est mieux que toi quand tu dois débrancher une personne. Non mais ça va se passer, ça vous allez voir, dans 10 ans, on y est, c'est bon. C'est pour ça pour dire, j'essaie de donner, et là j'essaie de dire un truc, mais c'est pas, ça je vous propose comme ça, c'est pas du tout du dogme, c'est une pure opinion philosophique. Le critère, tout ce qui est de l'ordre du fini, que le fini s'en occupe, tout ce qui est de l'ordre de l'infini, il faut qu'il y ait une intervention de l'infini. Autrement dit, tout ce qui est de l'ordre du pur calcul, on peut y mettre de l'intelligence artificielle. Par contre, quand une intervention s'adresse à ce qui est infini dans l'homme, il faut au moins en partie qu'il y ait une intervention humaine. Reste à définir ce qu'on appelle infini en anthropologie. Bon, ça reste ouvert, mais c'est déjà quelque chose pour commencer un peu à situer les trucs. Ensuite, avançons encore un peu. Vous savez que le dogme de l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas de mystère, que tout est 0 ou 1, que nos organismes sont des algorithmes. C'est comme disait Le Guet tout à l'heure là. C'est qu'en gros, on est des super ordinateurs, mais quand même des ordinateurs, quoi. Puis au fait, voilà, tout ça, ça a commencé sous René Descartes, que tout est mathématisable, pour faire bref. Alors comment pas se faire manger par l'IA, l'intelligence artificielle? En commençant par reconnaître que je suis et que je reste un mystère. Il faut éjecter la pensée par trop cartésienne qui exclut le mystère. Parce que si je ne fais pas ce pas, je reconnais que ChatGPT, c'est moi, que je suis un robot, que je suis un immense algorithme. Donc, si vous avez peur de l'intelligence artificielle, des robots, si vous pensez qu'il y aura un combat un jour entre les machines et les hommes, ça a donné lieu à toutes sortes d'utopies en film, c'est très intéressant, on peut toujours y réfléchir. Comment vaincre les machines? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas, c'est le principe de la guerre, si jamais, l'amour. Alors, les machines, elles sont aucunement capables de ce genre de décision purement mathématique, alors que nous, on peut mourir martyr. Vous me direz, belle décision pour vaincre que de mourir. Qu'est-ce qu'on fait les martyrs? Exactement ça. Et c'est pourquoi on est là, pour dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu veux ne pas être mangé par la machine, ne sois pas machine. Si tu veux ne pas être mangé par les robots, n'agis pas comme un robot. Sois au-delà du calcul, de la pure utilité. Je vais raccourcir un petit peu. Tu vois, l'évangile, il dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Puis vous voyez ça justement, que l'évangile nous insiste d'une certaine façon à mourir à nous-mêmes. Ça c'est indicible. C'est indicible une chose pareille. Puis c'est justement, l'être humain est très au-delà de la machine. Mais sauf que si on est inquiété par la machine, c'est peut-être qu'on est au niveau de la machine. Si on est inquiété par les calculatrices, c'est peut-être qu'on est trop calculateur. C'est pour ça que, voilà, attends, je passe un petit peu, voilà, nous, on peut se sacrifier, on peut verser notre sang pour témoigner à l'humanité que l'amour vaut mieux que la vie, dit un psaume. Même un homme pourrait à la rigueur s'arrêter devant un char, vous savez, puis bloquer le char, quitte à être écrasé, même mettre une rose sur le char. Ça vous rappelle une scène historique, juin 89, Tiananmen. Ça, c'est incroyable comme histoire. C'est un gars qui s'est planté devant les chars, qui voulait disperser la manifestation étudiante. Il s'est mis comme ça devant le char, comme ça avec des sacs. Puis à un moment, si je me souviens bien, il monte sur le char, puis il met une rose sur le char. En fait, l'humanité a gagné. Même s'il meurt, à la rigueur, tout le monde pense à ça. C'est incroyable. Ouais. L'homme, l'être humain peut choisir le moins plutôt que le plus. L'attention au petit plutôt que la gloire. D'ailleurs, on dit que les anthropologues au niveau du... Vous savez, ils disent que
Le départ de l'humanité dans l'histoire, c'est au moment où on a commencé à enterrer des enfants. On ne les a pas achetés comme ça, mais en fait on a dit leur corps a une valeur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se charge de la fragilité, de la faiblesse. Ben voilà, c'est un peu être humain. Puis du coup, Jésus, en nous évangélisant, il nous rend même beaucoup plus humains. Il nous propose de renoncer à nous-mêmes, c'est complètement fou, pour gagner la vie éternelle. Puis justement, ben voilà, le Seigneur, il nous invite à des fois poser des choix définitifs, des trucs comme ça. Là, tu dépasses la machine. Parce que qu'est-ce qu'on admire dans l'humanité ? Bien sûr, on admire l'intelligence, on admire Kasparov, imagination, intelligence incroyable, mais quand même, on admire les gens qui ont une sorte de décision racine en eux, un choix irrévocable qui les rend, entre guillemets, je mets entre guillemets ça au cerveau, mais plus fort que la moyenne. Tu vois, les gens ils sont toujours restés baba devant les martyrs, par exemple, qui allaient au lion ou au feu en chantant. Ça, c'est quand même, c'est surhumain une chose pareille. Même le centurion, il a vu Jésus, il a dit, ce mec-là, c'est le Fils de Dieu. Il ne savait même pas ce qu'il disait, c'est sorti du fond de son cœur. Ou bien tous ces saints chinois ou sud-coréens ou comme ça, qui ont dit, moi j'étais soldat, j'étais persécuteur de chrétiens, mais comme je les ai vus mourir, je suis devenu chrétien, et même prêtre, tout ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que finalement, nous, c'est un sujet très intéressant pour nous, l'intelligence artificielle. Mais au fond, il n'y a pas de quoi fantasmer ou faire peur, parce que finalement, qu'est-ce qui peut faire fantasmer ou faire peur ? La personne divine, humaine, angélique, mais c'est infiniment au-dessus. Voilà. Il y a un truc aussi qui peut vraiment nous faire peur, c'est, vous savez, cette histoire de surveillance. Mais dès que vous êtes sur Internet, que vous cliquez un truc, il y a les cookies, tout ça, vous refusez tout le temps, bien sûr. Moi, j'accepte tout le temps, mais je ne sais pas ce que je fais, peu importe. Mais en fait, lié à ça, c'est la question de la volonté. Parce que qu'est-ce qu'on a peur ? Au fond, c'est de se faire voler notre volonté. Vous êtes d'accord au fond ? C'est ça dont on a peur, c'est qu'on nous vole notre vie, c'est qu'on nous vole notre vie privée, qu'on puisse à la rigueur nous accuser à tort de toutes sortes de mauvaises choses, ou bien nous faire prendre des décisions qui ne sont pas les nôtres. Vivre une aliénation, ça s'appelle. Mais en fait, notre volonté profonde, elle reste totalement inviolable. Il n'y a que Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Et puis même si dans une circonstance, on nous arrachait la vie, que ce soit de façon physique, médiatique, comme ça, il resterait toujours les 3 possibilités mentionnées par Jésus. 30, 60 ou 100 pour un. Vous vous souvenez de la parabole du semeur, qui perd sa vie, 30, il donne 30 fois plus, ou 60 fois plus, ou 100 fois plus. Bon, voilà, donc si même tu ne pouvais plus bouger extérieurement, tellement tu étais cerné par toute la surveillance, comme le héros de George Orwell, vous savez, dans ce super roman 1984, sorti en 1950, tu peux toujours accomplir intérieurement le geste de l'amour, du don, à la rigueur en mourant martyr. C'est juste, je vais au fond, à l'extrême, pour vous dire qu'on est toujours libre. On est toujours libre. On ne pourra jamais te voler ça. Finalement, pour vaincre l'intelligence artificielle, il faut prier et prier dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas juste parce que ça nous fout la frousse, il faut prier tout ça. Mais en fait, c'est parce que Dieu, dans la prière, il t'enseigne la gratuité, le dépassement de toi. Quand tu vis un désert à la prière, mais bénis Dieu, Dieu, il veut te faire traverser le Jourdain, comme les Hébreux, c'est génial. En fait, en même temps, tu peux vivre le dépassement de tout ce qui est machine, algorithme et même oppression algorithmique. Donc voilà, tout ça pour dire, devenons plus humains, ça fera un peu dégonfler la baudruche qu'on a fait avec cette intelligence artificielle. Et même, là je vous parle en termes d'amour, de théologie, du don de sa vie, du martyr, machin, peut-être ça vous fait un peu peur tout ça, l'appel à la sainteté, machin, mais même une simple philosophie sur la personne humaine qui soit ouverte à l'infini, ça suffit pour mettre des balises à cette question de l'intelligence artificielle et en faire une belle chance pour l'humanité plutôt qu'une menace. Voilà. Je termine une réflexion conclusive. Vous savez que l'humanité, donc là on dézoome vraiment dans l'histoire de l'humanité, c'est la vraie conclusion, je précise là, c'est pas comme les prêtres, ils disent je dis pour finir, puis à la fin ils font 3 conclusions et ils font la conclusion des 3 conclusions, mais voilà bon. Donc l'humanité aussi toujours, c'est toujours un mouvement de balancier dans l'histoire. Par exemple, les abus de la Renaissance c'était une belle chose quand même, mais les abus de la Renaissance ont fait, on va dire, le lit du jansénisme. On était là, l'homme, tout ça, l'épanouissement de l'homme, tout ça, vite fait.
Et en fait, ça a donné, pof, le jansénisme, Dieu seul, machin, un peu trop, quoi. Puis en fait, ça, c'est quelque chose à méditer toujours. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société méga technique, puis on est fasciné par le technique. Mais moi, je pose la question. Dans 30 ans, est-ce que justement, je dis pas, je dis en 30 ans, je ne sais rien, moi, mais est-ce qu'il n'y aura pas justement une sorte de nouvel humanisme? Parce qu'on cherchera les sources de l'homme dans le mystère, au-delà du calcul. Peut-être qu'on a été tellement façonné par le calcul que là, on va retourner dans le côté mystère, dans le côté de la joie d'être homme, d'être femme, tout ça. Est-ce qu'il n'y aura pas un certain humanisme qui, entre parenthèses, mettra Descartes définitivement dans le placard du passé de la philosophie? Ça, c'est moi qui dis. Voilà. Tout ça pour dire qu'on fait un peu un détour dans le fini, dans le calcul, mais peut-être que justement, on reviendra à l'indicible de l'homme. Je dirais ça comme ça. J'espère que ça vous donne une espérance et quelques balises. Amen.